Bonsoir à tous. Mes chers amis, une information qui vient de tomber sur les médias mainstream de France. L'opposition politique et la principale formation de l'opposition politique française, appelée NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, vient de lancer des accusations gravissimes contre le régime Macron et notamment le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur, chargé de la publication des résultats officiels du premier tour des législatives en France. Ce sont des informations extrêmement graves. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient pu jurer qu'en 2022 en France, qu'un jour en France, un parti d'opposition accuserait le pouvoir, accuserait le parti au pouvoir de fraude aux résultats des élections. Avant de vous donner lecture d'un article qui retrace la très grave accusation qui pèse désormais contre le gouvernement au pouvoir en France, le régime au pouvoir en France. Je voudrais, en tant que pédagogue de l'éveil africain, demander aux uns et aux autres d'apporter un témoignage ici de ce que je vous avais dit. Parce que moi, quand je dis des choses, je me souviens que je les ai dites. Il y a plus d'1 an, jour pour jour, d'abord il y a 2 ans, et ensuite il y a 1 an, je vous ai dit qu'en 2022, il y aurait une crise post-électorale en France. Je voudrais que mes amis des réseaux sociaux que vous êtes, et cette intervention sera rediffusée plus tard sur YouTube, je voudrais que chacune et chacun d'entre ceux d'entre vous qui avaient suivi, lu mes posts, lu mes publications, dans lesquelles je vous ai dit, il y a plus d'1 an, ensuite il y a 1 an, de manière précise ceci. L'année 2022 ne passera pas sans qu'il y ait une crise post-électorale en France. Que cela vienne témoigner. Amis africains, amis européens, amis américains, amis asiatiques de nos chaînes, Franklin Nyamsiwa Cameroun Facebook et YouTube. Voulez-vous, amis de Twitter, témoigner ici que moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, je vous ai dit, il y a 1 an, je vous ai dit, il y a 2 ans, qu'il y aura une crise post-électorale en France. Je l'avais dit après avoir analysé ce qui se passait aux États-Unis. Aux États-Unis, pays présenté comme l'une des plus grandes démocraties du monde, nous assistions à l'invasion du Sénat, à l'attaque du Sénat. Nous voyons des images incroyables de membres du Congrès américain, de la Chambre des représentants et du Sénat américain en train de fuir devant une foule enragée qui voulait en découdre avec eux. Et je vous avais dit que cette scène que nous voyons aux États-Unis n'était rien d'autre que le reflet de la politique internationale des États-Unis depuis plusieurs siècles dans le monde. Je vous avais dit que le bordel de la politique internationale des États-Unis, qui a détruit l'Irak, détruit le Vietnam, détruit la Libye, détruit la Somalie, détruit de nombreux pays d'Amérique latine. Je vous disais que le bordel de la politique internationale des États-Unis qui a assassiné Kadhafi, détruit la Libye, qui déstabilise tant de régions du monde. Je vous disais que nous assistions désormais à la reproduction sur le sol des démocraties occidentales, entre guillemets, la reproduction du double jeu, de la duplicité, de l'hypocrisie, de l'injustice que ces démocraties, entre guillemets, ont commise contre le reste du monde. Je vous disais que tout cela allait se reproduire point pour point
sur leur propre sol. À partir de ces mêmes indices, j'analysais la situation politique française et je disais, il y a fort à parier, et je pariais, que l'année 2022 ne passerait pas sans qu'on assiste à une crise post-électorale en France. Pourquoi? Parce que le peuple français a perdu confiance aux gouvernants français. La confiance est perdue. Cela s'est manifesté à travers les épisodes de la crise, de la pandémie de la Covid-19. Cela s'est manifesté à travers les épisodes de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Une répression sauvage, barbare. Cela se manifeste par le taux d'abstention gravissime dans l'histoire politique de la Ve République française. Plus on avance dans le temps, plus les citoyennes et les citoyens français ne s'intéressent plus à leurs institutions parce qu'ils n'y croient plus. Ça se traduit par un taux d'abstention en croissance permanente. Au point que, en cette année 2022, l'élection législative du premier tour qui vient de se dérouler bat le record des taux d'abstention aux élections législatives en France depuis la fondation de la Ve République. Moi, Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Africa, j'étais venu ici et j'avais dit, il y aura une crise post-électorale en 2022 en France. Je disais même que cette crise post-électorale déteindrait sur le résultat des élections présidentielles. Car elle amènerait l'opinion à s'interroger sur la crédibilité et la fiabilité de ces résultats. Je l'ai dit, oui ou non? Vous êtes déjà près de 800 de mes amis. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur ma page YouTube. S'il vous plaît, témoignez sous cette vidéo que je vous l'avais dit. Je vous avais annoncé une crise post-électorale en France. Et je l'avais décrite dans les termes qui sont arrivés. D'ailleurs, le troisième élément que j'ajoutais, c'est que pour la première fois depuis le 21 avril 1961, des militaires, pas 1 millier, pas 2 milliers, mais des dizaines de milliers de militaires, donc de gendarmes et de membres de l'armée, ont signé une lettre ouverte en mettant leur nom, menaçant les institutions de la République, menaçant littéralement de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire en fait de faire un coup d'État. Et ils avaient choisi le 21 avril 2021 pour menacer les institutions. Le régime du président Macron leur avait promis des punitions qui ne sont jamais tombées. Et je vous avais dit, il y a suffisamment de signes pour un analyste politique expérimenté que la France va connaître dans les prochaines années une grave crise post-électorale. Or, les crises post-électorales, c'est un fait banal dans le vaste ensemble mafieux qu'on appelle la France-Afrique. Crise électorale permanente au Cameroun. Crise électorale et post-électorale permanente au Gabon, au Congo. Crise électorale et post-électorale permanente au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger. Crise électorale et post-électorale permanente au Bénin, au Centrafrique. Partout où est passé le colonialisme et le néocolonialisme français, en Afrique, nous avons l'habitude des crises électorales et des crises post-électorales. Pourquoi? Parce que les régimes au pouvoir, bien souvent imposés lors de la pseudo-décolonisation, ces régimes truquent systématiquement les élections. Quand ils ne bourrent pas les urnes, ils manipulent les résultats. Avec l'approbation de la soi-disant communauté internationale et des soi-disant promoteurs de la démocratie. Je vous avais dit ici que cela arriverait sur la terre de France. Que l'opposition politique se lèverait un jour en France et dénoncerait la manipulation, la fraude électorale. Et que ce sera le signe de l'effondrement de la crédibilité de la Ve République française. Je l'avais dit. Maintenant que j'ai des dizaines, des centaines et bientôt des milliers d'entre vous qui vont confirmer qu'il l'avait dit, d'ailleurs, je vais aller retrouver rétrospectivement tous les extraits de mes prévisions, de mes prédictions scientifiques, intuitives, argumentées de ce que nous allons maintenant entendre. Voici le compte rendu qui est donné de la grave affaire. Pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai dénoncé. Ce n'est pas moi qui ai dénoncé la fraude sur les résultats des élections. Ce n'est pas moi qui ai dénoncé la manipulation sur les résultats des élections.
Voilà pourquoi je vais vous donner une lecture totale du compte rendu qu'en donne un journal de la place de France, à qui je pense qu'on ne portera pas plainte, tout comme on ne me portera pas plainte pour l'avoir simplement lu. C'est CNews. CNews, c'est un journal, c'est une chaîne de télévision. Je pense même qu'elle appartient à un oligarque de la place de France. CNews appartient normalement à un certain monsieur Bolloré. Voici ce qu'on peut lire sur CNews. Voici l'article que je vous lis pour que vous ayez l'information. CNews. Législative 2022. La NUPES dénonce une manipulation des résultats du premier tour. La NUPES, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dont Jean-Luc Mélenchon est le leader, conteste les résultats du premier tour des législatives publiés par le ministère de l'Intérieur. L'Alliance de gauche affirme que certains de ses candidats ont été mal étiquetés. Le compte n'y est pas, selon la NUPES. Au lendemain du premier tour des élections législatives, l'Alliance de gauche dénonce une manipulation dans les résultats complets publiés par le ministère de l'Intérieur. Ministère de M. Darmanin, qui n'est pas connu pour une grande habitude en matière d'honnêteté. On continue. Le compte n'y est pas, selon la NUPES. Alors, les résultats donnent la coalition Ensemble, majorité présidentielle en tête avec 21 359 voix d'avance sur la NUPES. Mais, selon Manuel Bompard, ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et candidat de l'Alliance de la gauche dans les Bouches-du-Rhône, ce n'est pas exact. Citation de Manuel Bompard, bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Alors que la NUPES réalise 6 101 968 voix, soit 26,8%, le ministère de l'Intérieur ne lui attribue que 5 836 202 voix, soit 25,7%, pour faire apparaître artificiellement le parti de Macron en tête. Fin de citation, écrit-il sur Twitter, appelant le Conseil d'État à réagir. Il faut savoir que pour décompter l'ensemble des voix et donner les résultats complets, le ministère de l'Intérieur attribue à chaque candidat une nuance politique, choisie dans une liste établie à l'avance. Or, au mois de mai, les membres de la NUPES avaient signalé que leur nuance n'avait pas été créée par le ministère de l'Intérieur. À l'époque, les candidats investis par l'Alliance de gauche étaient repartis entre les nuances Parti communiste français, Parti socialiste, la France insoumise ou même divers gauches. Dénonçant un tripatouillage électoral destiné selon elle à éclater le nombre de voix recueillies, la NUPES avait finalement obtenu la création de sa nuance après un recours auprès du Conseil d'État. Aujourd'hui, la NUPES affirme que plusieurs de ses candidats se sont vus attribuer une étiquette autre, notamment en Corse et dans les Outre-mer. À La Réunion, Jean-Hugues Ratenon de la France insoumise et Karine Lebon, qui siège dans le groupe communiste, ont été étiquetés divers gauches, alors que la NUPES assure qu'ils font partie de l'Alliance. À noter que tous deux ne figurent pas sur la liste des candidats publiés sur le site de la NUPES, toutefois signalés en cours de complétion. Face à ces accusations, les responsables de la majorité se sont montrés peu convaincus, à l'image du délégué général de la République en marche, Stanislas Guerini, qui a dénoncé un enfumage. Citation, un enfumage. De son côté, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, assurait ce matin sur France Inter que l'Outre-mer n'était pas inclus dans l'accord de la NUPES, réservé à la seule France métropolitaine. Ah oui. Donc en fait, l'Outre-mer, ce n'est pas la France. Un argument repris plus tard par le ministère de l'Intérieur qui assure que ne figurait aucun candidat d'Outre-mer dans la liste pourtant très complète de l'ensemble des candidats à qui il conviendra d'attribuer la nuance NUPES. Fin de citation. Il est précisé que ce document a été adressé au ministère par la direction de campagne de l'Alliance de gauche le 8 juin dernier. Selon la place de Beauvau, cela explique pourquoi certains des candidats des territoires hors accord national de la NUPES n'ont pas été comptabilisés comme tels. Cependant, sauf que les membres de l'Alliance de gauche signalent des cas semblables en métropole, même ici en métropole. Ils ont fait ça. Celui d'Hervé Solignac, par exemple, arrivé en tête au premier tour de la première circonscription de l'Ardèche, est notamment cité.
Mais selon le ministère de l'Intérieur, ce dernier, initialement investi par la NUPES, a par la suite déclaré vouloir renoncer à cette investiture. Voilà pourquoi il aurait été comptabilisé en divers gauche. La même explication s'appliquerait par ailleurs aux candidats Dominique Potier, 5e de Meurthe-et-Moselle, et Joël Aviragné, 8e de Haute-Garonne. En parallèle, la place Beauvau souligne qu'une situation similaire peut être identifiée du côté de la majorité présidentielle. En effet, le ministre Damien Abad, dont on peut légitimement penser qu'il est soutenu par Ensemble, est pourtant comptabilisé en divers droites. Dans cette guerre des chiffres, le quotidien Le Monde a d'ailleurs décidé de réétiqueter chaque candidat à partir de ses propres observations et calculs. Le journal compte ainsi 5 931 000 voix, 906 voix en faveur de la NUPES, soit 26,10%, contre 5 867 165 pour Ensemble, soit 25,81%. Ce résultat diffère de celui du ministère de l'Intérieur, comme de celui avancé par Manuel Bompard, mais place l'alliance de gauche devant la majorité présidentielle, soit 26,1% des suffrages exprimés. Au-delà des chiffres, l'enjeu principal de ces élections législatives reste le nombre de sièges à l'Assemblée nationale obtenus à l'issue du second tour. En la matière, les différents instituts donnent pour l'heure le camp Macron dans une fourchette de 255 à 295 sièges, quand la gauche, rassemblée sous la bannière NUPES, est évaluée entre 150 et 210 sièges. Fin de citation de l'article. Je m'arrête là. Cet article, publié sur CNews, témoigne du fait que le ministère de l'Intérieur manipule les résultats pour accorder la majorité au premier tour au parti au pouvoir, à la majorité au pouvoir. C'est de la manipulation, c'est de la fraude électorale. Voici donc qu'éclate la vérité sur ce que nous considérions, que certains continuent à considérer comme la démocratie en France. Voici qu'éclate donc la vérité sur la contamination générale de tout le système par la mafia france-africaine. Voici qu'éclate donc la vérité sur l'absence d'objectivité, de neutralité et d'impartialité de ceux qui devraient veiller à ne pas biaiser la concurrence politique. D'où je peux conclure. Nous avons bien eu raison d'attirer l'attention des Africaines et des Africains sur la contamination généralisée de la France-Afrique par les pratiques qu'elle a entérinées en Afrique. Nous avons une preuve historique factuelle que nous ne nous sommes pas trompés. Mais il reste une dernière chose pour conclure. Ce qu'on découvre là, n'est-ce pas la face visible de l'iceberg? Je recommence. Ce qu'on commence à découvrir là, n'est-ce pas la face visible d'un iceberg? Cette manipulation n'est-elle pas le commencement des douleurs? Le pire n'est-il pas à venir? Je crains que ce qu'on sait aujourd'hui ne soit rien à côté de ce qui va se révéler. Je crains que la crise post-électorale qui commence aujourd'hui ne s'aggrave au fil des jours et même à l'issue du second tour. Car voleur d'un jour, volera toujours. Quand les mauvaises habitudes se sont installées dans un pays depuis très longtemps, il faut presque autant de temps qu'elles ont pris pour s'installer, pour s'en débarrasser. Je recommence. Quand les mauvaises habitudes se sont installées dans un pays depuis très longtemps, il faut presque autant de temps à ce pays pour s'en débarrasser. Ils ont pris la mauvaise habitude d'organiser la fraude électorale au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, en Centrafrique, au Tchad, au Sénégal, au Niger, au Togo, au Bénin, au Burkina. Ils ont pris la mauvaise habitude d'organiser des fraudes électorales. Cette habitude a tout naturellement déteint sur eux. Elle est devenue leur seconde nature. Les voici désormais trichant à ciel ouvert en France. Les voici désormais trichant à ciel ouvert en France. Chasser le naturel, il revient au galop. D'où la troisième conséquence de ma conclusion. L'Africain, l'Africaine doivent sérieusement réfléchir
aux valeurs de civilisation du système politique africain. Nous avons là l'occasion de comprendre que l'Afrique doit bâtir son système politique sur ses valeurs de civilisation. Les plus hautes valeurs de civilisation connues de l'Afrique depuis plus de 4000 ans sont la solidarité, la vérité et la justice. Nous devons impulser sur tout le continent africain une réforme des institutions politiques inspirée par la métaphysique civilisationnelle de la Mahat. Nous devons dire adieu au mythe de la sacro-sainte démocratie. Les Africains qui courent encore après cet idéal n'ont pas compris déjà que de démocratie parfaite, bien sûr, il n'y en a point. D'ailleurs, aucune démocratie se revendiquant parfaite ne peut être prise au sérieux. Mais en fait, les démocraties ont leurs faiblesses. Et les systèmes politiques qui doivent naître en Afrique doivent s'inspirer et s'instruire des faiblesses des démocraties, des faiblesses des dictatures, des faiblesses des monarchies. Et aller plus loin dans l'invention du politique. J'ai, on dira la faiblesse, mais j'ai la foi de penser que dans une revisitation des valeurs de civilisation de la Mahat, il y a une possibilité inouïe que l'Afrique propose un système politique qui soit le mieux instruit des errements de tous les systèmes politiques qui se sont succédés depuis plusieurs siècles. Et notamment que l'Afrique soit le continent où va s'élaborer la sortie du mythe de la démocratie, sacro-saint régime politique parfait, meilleur régime politique d'entre tous, comme nous l'avons enseigné, à partir des thèses d'un Karl Raimund Popper, qui désormais doivent être mises sur l'établi et critiquées. Africaines, Africains, amis européens, amis asiatiques, la démocratie n'est pas une panacée. Aucun régime politique n'est une panacée. Il faut en permanence que l'on veille avec exigence sur les idéaux qu'on défend, sur les règles qu'on énonce et sur les mécanismes, les procédures de mise en œuvre. Voilà ce que je voulais faire savoir. Et je n'aurais jamais pour rien au monde laissé passer l'occasion de rappeler à mon auditoire que ce qui arrive, c'est bien ce que je vous avais exactement dit. Bonne suite de soirée. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'écoute des nouvelles du Mali. Nous sommes à l'écoute des nouvelles du Mali à New York. Nous voulons savoir ce que va devenir la mission des Nations Unies au Mali. Nous voulons savoir si le peuple malien va pouvoir pousser un ouf de soulagement en étant débarrassé de cette mission néocoloniale déguisée. Cette mission impotente, inefficace, inutile, qui, depuis une décennie, organise le dorage de pilules de milliers de soldats étrangers sur le sol malien, alors même que le Mali s'enlise et s'enlisait vers une descente sans fin aux enfers. Le vœu le plus profond du peuple malien et de tous les peuples africains, c'est de voir le Mali débarrassé de ses forces d'occupation, restitué à l'armée souveraine du Mali, les FAMA. Le vœu le plus profond des peuples africains, c'est de voir sur le sol malien les seuls partenaires avec lesquels le gouvernement de transition du Mali a des accords bilatéraux solides. Voilà pourquoi je vous prie, en ce lundi 13 juin 2022, de garder l'oreille tendue sur New York. C'est une réunion décisive, car à la fin de ce mois, le sort de la MINUSMA sera décidé. Et la réunion qui se tient aujourd'hui prépare la décision qui aura lieu à la fin du mois. La MINUSMA, elle reste ou elle s'en va? Si elle s'en va, à quelles conditions? Si elle reste, à quelles conditions? Voilà les questions qui doivent aujourd'hui être au cœur de l'observation politique africaine. Je vous souhaite une excellente suite de soirée. Il est exactement 20 h. Que Dieu bénisse les serviteurs de la vérité et justice. Et n'oubliez jamais, remember make free. Remember makes free. Avoir le souvenir précis est quelque chose qui libère. Merci à tous.
Portez-vous bien. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur notre chaîne YouTube pour que nos amis, par dizaines de milliers là-bas aussi, témoignent. Voici donc la France en crise post-électorale.